Si on s'appuie sur les commentaires effectivement de la télévision russe, on est dans un autre monde. Oui. Mais nous y sommes depuis 3 ans et demi. Oui. Donc est-ce qu'il faut vraiment y attacher de l'importance? C'est une communication vis-à-vis des Russes, pour leur montrer qu'ils ont un grand chef, que la guerre va peut-être se terminer, que la Russie n'aura pas perdu, elle aura gagné, elle aura obtenu la majorité ou la grande majorité de ses objectifs, alors elle les aura atteints. Donc c'est déjà, alors c'est peut-être d'ailleurs une manière de préparer la suite, de préparer justement cette fin de guerre heureuse dans laquelle la Russie aura mis en avant sa vision de la Russie, de sa place, grâce à Vladimir Poutine. Voilà, donc je pense que on a cet habillage. Moi, je préférais attendre le 15 août pour voir ce qui va se passer exactement, très honnêtement. On ne va pas tirer de conclusion avant. Voilà, je n'en tirerai pas du tout, parce que je ne crois pas que Donald Trump... Enfin, on ne sait jamais, je le dirai à chaque fois, c'est vrai. Je ne pense pas que Donald Trump va accepter de ne rien obtenir de sérieux. Maintenant, on est à l'abri de rien, comme je le dis à chaque fois, avec Donald Trump. Donc, est-ce qu'il se contentera de rien et des miettes? J'ai du mal à le croire. Mais c'est possible. Mais dans ces cas-là, de l'autre côté, la guerre va continuer. Et on revient à l'hypothèse que j'évoquais précédemment, et ben même avec des miettes, ben peut-être que Donald Trump dira de toute façon, Zelensky fait ce que je dis, Zelensky va dire non. Donc la guerre continuera, mais sans les États-Unis, sauf d'une autre manière, c'est-à-dire que les États-Unis vont vendre leurs armes, on va continuer à leur acheter, et finalement, les États-Unis seront contents. Oui, leur industrie de guerre fonctionnera, mais la guerre, ce sera ailleurs, et le peuple américain ne sera pas concerné directement par cette guerre sur le continent européen. On ne va pas faire le sommet avant le sommet, vous avez raison, mais est-ce qu'on peut partir d'un constat, c'est que Vladimir Poutine arrive à ce sommet en position bien plus favorable qu'il y a quelques mois? Ah oui, c'est sûr, parce que sur le terrain, son grignotage se voit. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'ont dit là les propagandistes de la télévision russe, c'est que, en fait, essayer de convaincre Trump qu'il peut avoir le prix Nobel, etc. Parce que je pense que les accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eh bien, la Russie a joué un certain rôle. Parce que la Russie était un des principaux soutiens de l'Arménie malgré tout. On sait aussi que l'Iran, eh bien, cette route était primordiale pour lui parce que c'était la seule qui était entre guillemets sous son contrôle ou libre pour lui. Maintenant, il est encerclé parce que cette route va être contrôlée par les Américains. Et aussi, les Russes avaient des problèmes avec les Azéris ces derniers mois. Donc, l'intérêt des Russes, c'était de peser contre cet accord et de pousser l'Arménie à le rejeter et à mettre tout son poids avec les Iraniens pour vraiment bloquer la chose et même jouer la confrontation avec l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Donc il y a eu cet accord, je pense que ça fait partie même du package deal qui est en train d'être préparé entre eux. Ils ne sont pas du tout contents, les Russes, par rapport à ce qui a été signé par rapport à l'Azerbaïdjan. Et pour tout vous dire, ils sont en train de bombarder là, quelques nuits de suite les infrastructures énergétiques et le réseau SOCAR, en fait, en Ukraine, qui est détenu par l'Azerbaïdjan. Et le président d'Azerbaïdjan a déjà débloqué l'équivalent de $2 millions en aide à l'Ukraine. Et il a menacé la Russie qu'il allait mettre sur la table la question de lever l'embargo de la vente d'armes de l'Azerbaïdjan pour l'Ukraine dans ces conditions, en fait. Donc, effectivement, le rapport de force, en fait, est en plein, entier, effectivement. Mais vous sentez quand même... Quand je vous montre les reportages en Alaska de la télévision d'État russe, quand je vous montre les débats actuellement à la télévision russe, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une certaine confiance qui émane de tout ça. C'est une confiance, il y a du mépris surtout par rapport à l'Occident. Et là, vous dites, ça fait depuis 3 ans ils vivent dans une autre réalité. Le problème, c'est qu'ils vivent dans une autre réalité depuis plus que ça, en fait. Parce que pour ceux qui parlent le russe et qui écoutent la télé, les médias russes, déjà au début des années 2000 et ensuite avec la guerre en Géorgie, en fait, en 2008, on a vu comment ils ont nourri à la haine, et c'était toujours méprisant par rapport à l'Europe, l'Occident, les Américains. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux pour faire de l'ingérence. En fait, on sait chez nous en Europe comment ça se passe avec les cyber aussi et tout. Pendant les élections aux États-Unis, moi j'ai travaillé pendant des années en Afrique, pour tout vous dire. Chaque fois que mon avion se posait, par exemple à Bamako ou à Conakry, si je rentrais sur les réseaux sociaux, TikTok, juste comme ça pour voir, je commençais à voir dans mon fil chaque deuxième vidéo Poutine qui est sur le cheval, Poutine qui est, je sais pas, encore en train de faire du sport et tout ça. Et tu regardes, c'était des comptes avec des centaines de vidéos de 30 secondes.
40 secondes avec Poutine exposé, exhibé en fait. Et donc c'est du targeting en fait de façon géographique, géolocalisée. En Europe, je vois pas ça. Et par contre, les Africains, vous voyez ça. Donc en fait, pour vous dire, par exemple, à Bamako, en 2012, quand le président Hollande est arrivé et applaudi sur la grande artère parce que grâce à l'armée française, les djihadistes ont été arrêtés à 70 km de la capitale. En 2022, on dit à la France, dégagez. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur le terrain sur un projet européen. Donc pendant cette période-là, pour voir comment ils ont, avec des fake vidéos, avec de la propagande, avec tout ça, mais ils travaillent à fond et ils minent et ils luttent déjà de facto contre la France. On a perdu en Sahel nos positions à cause de la Russie. Et donc, mais c'est ça aussi que je vais. Voilà, c'est pour ça que quand je dis qu'on peut pas lâcher l'Ukraine, c'est parce que je suis convaincue que la protection de l'Ukraine, c'est équivaut aujourd'hui protéger les Européens. Exactement. Mais ça, est-ce que la Maison Blanche en est convaincue? C'est ça là. Eux, c'est pas leur problème. Donc c'est à nous, en Europe, de construire le pilier européen de l'OTAN, de travailler sur cette Europe de la défense qu'on n'a pas construite quand il aurait fallu, au moment où on a lancé l'Union européenne et tout ça. Mais on a gagné un peu de temps parce que l'armée ukrainienne a tenu. Mais sauf qu'il faut pas se leurrer et il faut se préparer, quitte à éviter la guerre, comme vous disiez, général, lors d'un autre échange. Mais il faut vraiment qu'on soit très. Et puis pourquoi les Américains vont fabriquer des armes chez eux? Leur industrie va fonctionner, l'Europe, nous, on va payer. Faisons produire l'industrie de l'armement, alors de la défense chez nous en France et en Europe, pour qu'il y ait de l'emploi chez nous en France et en Europe. Mais je veux dire, on est quand même, encore une fois, pas complètement handicapés. Alors, on va revenir sur les Européens qui ont convoqué une réunion en urgence dans un instant, mais vous parliez de la guerre qui, avant, pendant et après le sommet, va continuer. C'est ce que vous disiez. Bon, on l'a vu encore ce week-end avec ces 6 civils qui ont été tués par des bombardements russes. La situation sur le terrain, aujourd'hui, 11 août, elle est laquelle? Parce qu'on parlait de cette dominance russe, mais avec des Ukrainiens qui parviennent toujours à résister. Ça avance pas très vite quand même. Ça avance pas très vite, d'abord parce que, je dirais, c'est 1000 km de front. Tout ça n'a pas changé. C'est une période où effectivement les drones dominent l'espace aérien et frappent individuellement n'importe quel soldat, d'ailleurs de part et d'autre. Ça veut dire que toutes les grandes envolées qu'on pourrait voir, des grands combats de chars de 1943 avec des milliers de chars, c'est impossible aujourd'hui. Ouais. On est dans une situation où finalement c'est du combat d'infanterie par des groupes d'infanterie qui arrivent à s'infiltrer, qui profitent aussi de l'été. Profiter de l'été veut dire qu'on est capable d'utiliser les forêts, les lisières, pour pas être vu des drones et donc avancer. C'est ce que font les Russes aujourd'hui. Ils s'infiltrent dans les lignes ukrainiennes parce que justement, ils sont moins décelables par l'air. Donc, ils avancent à cause de ça. Il y a des combats. De l'autre côté, les ressources humaines sont faibles. Et il y a un problème de ressources humaines. Les Ukrainiens ne sont pas capables de tenir les 1000 km de front comme on verrait en 14-18, peut-être que c'est aussi dépassé comme principe, mais peu importe, il y a un problème d'effectifs. Et puis, il y a quand même une opiniâtreté constatée chez les Russes, parce que malgré les pertes annoncées, malgré, je dirais, la durée des combats, on les voit quand même progresser. Alors, il y a un chiffre qui est sorti, que je trouve dans l'ISW aujourd'hui, on est à 15 km² gagnés par jour, ce qui est négligeable sur l'ensemble du front. Néanmoins, il y a des points chauds, il y en a au moins 5. Il y en a 3 sur le front de l'Est, qui va de Kupiansk à Pokrovsk. Kupiansk est à 70 km à l'est de Kharkiv, où là, effectivement, il y a une manœuvre d'enveloppement de la ville. C'est des combats qui durent depuis des mois, donc ça se fait pas du jour au lendemain. C'est en cours. A priori, il y a village par village. Alors un village, c'est peut-être un village où il y avait 500 habitants, qui sont pris, mais ce sont des points qui sont pris les uns après les autres. Vous avez au centre Chassillar, où a priori les hauteurs sont dominées maintenant par les troupes russes, même s'il y a encore des phénomènes de résistance, semble-t-il, dans la ville. C'est un peu la route vers Kramatorsk. Donc c'est à l'ouest de Bakhmout. Et puis, vous avez la ville de Pokrovsk qui est, pareil, subit une action d'enveloppement. Alors d'abord, ça a été par le sud-ouest qui a été plus ou moins arrêté. Vous avez maintenant par le nord, avec effectivement la coupure de l'axe nord-sud d'approvisionnement. Il reste encore un axe est-ouest, où là, effectivement, les combats sont très sévères aussi depuis des mois, mais c'est des infiltrations dans la ville, avec des groupes d'éclaireurs, de reconnaissance et de saboteurs, en quelque sorte. C'est les termes utilisés. Donc, les villes ne sont pas tombées, mais ce sont des villes fortifiées, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en zone urbaine. Le combat de résistance est relativement facile face à un agresseur, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons bien cette progression
qui est lente, mais à cause du terrain, à cause des moyens technologiques qui existent aujourd'hui. Donc vous avez cet axe, et puis les 2 autres axes dont je parlais, vous avez quand même Soumy, l'oblast de Soumy, où là vous avez une prise de gage territoriale par les Russes d'une vingtaine de kilomètres de profondeur, qui pourra d'ailleurs être utilisé dans des négociations éventuelles. Mais pour l'instant, ils ont l'air de ne pas avancer de trop, et là, il y a eu des contre-attaques ukrainiennes. Vous avez aussi à l'est de Kharkiv, donc dans la région par contre de Vovchansk, oui, sauf erreur de ma part, où là, effectivement, les combats sont depuis des mois et des mois, avec des petites avancées de peut-être des quartiers, mais toujours pour arriver à portée de canon de Kharkiv. Donc, il devrait arriver à 30 km, 40 km. Voilà. Donc aujourd'hui, ces combats avec une occupation de territoire, pareil, ça peut servir d'échange. Donc voilà un petit peu la situation des combats. Et puis vous avez une tentative à Kherson, dans la direction de Zaporizhzhia. Mais il y a des combats, donc on a du mal à discerner. Il y a quand même des contre-attaques très sévères menées par les Ukrainiens, donc qui ralentissent fortement l'armée russe. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc les combats continuent, avec pas des victoires majeures. Non, c'est ça, pas d'avantage net pour l'un ou pour l'autre. Écoutez un soldat ukrainien. Alors évidemment, dans la propagande aujourd'hui, chacun a besoin de montrer qu'il a quand même l'ascendant sur l'autre. Écoutez ce témoignage. Nous sommes en mission dans le secteur de Pokrovsk. La dynamique reste la même qu'auparavant. Nous constatons simplement une tendance. Nous frappons l'ennemi et celui-ci fait pivoter l'unité qui avance vers nous. Cela indique que nous accomplissons nos tâches avec succès. Ils essayent encore de lancer des assauts, mais nous les frappons en retour. Leurs pertes sont très élevées. Voilà, interview réalisée dans le cadre d'un entraînement. Il ne peut pas dire l'inverse de toute façon. Il ne peut pas dire l'inverse. Ce sont les pertes durant cette guerre. Aucune source n'est crédible à la date d'aujourd'hui. On sait simplement qu'on a plusieurs dizaines de milliers de morts de part et d'autre, sans doute largement plus de 100 000 du côté russe. Du côté ukrainien, moi je retiens l'article du Monde, un reportage qui a eu il y a 15 jours, préparer des cimetières pour 160 000 morts. Ce qui est quand même énorme. Donc je ne pense pas que ce soit là aujourd'hui, mais néanmoins on sait que les pertes sont très sévères de part et d'autre. C'est une guerre d'attrition. Il faut bien voir. Le mot attrition, on ne l'a pas réutilisé depuis quand même pas mal de mois. Nous sommes dans la guerre d'attrition où en fait on cherchait d'abord à détruire peut-être les matériels, et c'est ce qui a été obtenu du côté russe en détruisant une grande partie de leurs chars. Maintenant on est dans l'attrition humaine. Et je pense que c'est un des enjeux, un des objectifs militaires russes, d'obtenir cette attrition des forces ukrainiennes, tout comme les Ukrainiens cherchent à le faire. Mais ce que je suis obligé de le répéter à chaque fois, si effectivement les troupes russes étaient tellement usées, elles n'avanceraient pas. Donc elles avancent toujours. Donc pour l'instant, il y a encore des ressources humaines, au moins du côté russe et en partie du côté ukrainien. Donald Trump veut mettre fin à cette guerre. D'où donc ce tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Vendredi, vous en avez tous parlé spontanément. Il manque quelqu'un. Vendredi, ce sont les Européens, effectivement, qui sont conscients de la situation et de la gravité de la situation, d'où cette réunion qui a été convoquée en urgence. Donc ce sont les ministres des Affaires étrangères européens qui sont en train, visiblement, de se réunir par visioconférence. Pour l'instant, rien de filtre. On ne sait pas bien ce qui peut être décidé cet après-midi. En tout cas, le communiqué qui avait été publié hier soir pour parler de cette réunion parlait de l'Ukraine avant tout. On ne peut rien faire sans l'Ukraine aujourd'hui. La voie vers la paix en Ukraine ne peut être tracée sans l'Ukraine. Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Pour les Européens, est-ce que c'est déjà trop tard ? Je voulais juste compléter ce qu'a présenté le général pour montrer la différence quand même dans le mode d'action de l'armée russe et ukrainienne. Les Ukrainiens, quand ils ont la possibilité d'envoyer les drones et faire des frappes quand même en profondeur en Russie, ils visent les infrastructures quand ils peuvent, logistiques et autres. Parfois, ça dérègle le fonctionnement de l'aéroport Sheremetyevo à Moscou, mais ils ne font pas des victimes humaines, ils ne bombardent pas, ils n'envoient pas quelque chose qui tombe, une bombe à missile sur un hôpital ou sur une école, différemment de ce que font les Russes en fait quand ils attaquent, que ce soit Kiev toutes les nuits ou les autres régions. Ma région d'origine, Tchernivtsi, qui est vraiment très très loin de la Russie parce que c'est vraiment à l'opposé à la frontière avec la Roumanie, qui a été bombardée aussi avec 2 victimes il y a 2 ou 3 semaines de ça. Donc ça c'est certes. Après par rapport à la question est-ce que c'est trop tard, c'est vrai que ce sommet en Alaska, ça peut aussi avec le symbolisme, Alaska qui a été vendu par les Russes, vous l'avez dit, en 1867. Mais j'ai quand même envie de souligner encore un autre point. C'était vendu, ils ont vendu quelque chose qui leur appartenait.
Donc ils avaient le droit. Oui. Ils ont voulu, ils ont vendu. Mais là, par contre, l'Ukraine, avec un pays avec une intégrité territoriale, une souveraineté territoriale garantie par les accords internationaux, ils n'ont rien à vendre en fait. Donc c'est pas du tout le même cas de figure. Et puis non. Encore une fois, l'Europe, c'est comme on dit chez nous en management, que chaque crise c'est une opportunité. On est là donc en Ukraine avec une guerre existentielle. Ça fait 3 ans. Civilisationnelle, effectivement, et ça a été on a été très lourd au démarrage en fait. On a mis, président Emmanuel Macron, avec tout le respect, il a mis 1 an, un peu plus, à discuter, à vouloir dialoguer avec Poutine, jusqu'à ce qu'il a compris que ça servait à rien. Donc aujourd'hui, on voit Trump depuis 7 mois chercher à dialoguer avec Poutine. Il comprendra peut-être que ça sert pas à grand-chose. Après, c'est peut-être différent de lui parler au téléphone, Vladimir Poutine, et de le voir en tête à tête. Mais Emmanuel Macron a été aussi en Russie, vous vous souvenez la longue Oui. En février 2022. Non, je pense que l'Europe a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de ramener la Russie à la raison, et que si la Russie à un moment donné considérait l'Europe comme un partenaire, on aurait été dans une configuration tout à fait différente. Je me rappelle quand je suis arrivée en France pour mes études en septembre 2000, j'étais surprise d'entendre à l'époque le président Chirac et puis les autres politiques français parler, et européens parlant d'une Europe, parlant de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Et moi je me disais, mais la Russie veut être membre de cette grande famille européenne, mais ils n'ont jamais voulu être assis autour de la table avec les autres pays membres de l'Union européenne. On était un peu dupes. Parce qu'ils nous ont dupés, effectivement, mais on a voulu se laisser duper. Et on a nourri ce monstre parce que, en fait, qu'est-ce qu'il fait Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis 2000? La jeunesse en Russie aujourd'hui n'ont pas souvenir d'un autre président, en fait. Pour eux, c'est un président éternel, le tsar presque. Mais regardons tout ce qu'il a fait. Il a tué l'opposition. Je me souviens encore du matin où j'ai entendu que Boris Nemtsov a été tué d'une balle aux portes du Kremlin, en fait. Anna Politkovskaya, tous les autres, Navalny, il y a encore pas très longtemps. La guerre en Tchétchénie, la guerre en Géorgie, la Transnistrie, en fait, qui a été entretenue, la Crimée. Mais on a tout ça, on a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on était obligé d'acheter le gaz russe, et les hydrocarbures, au lieu d'essayer de voir comment on peut faire pour accélérer le passage de la transition climatique, aller chercher des énergies renouvelables. On paye des décennies de faiblesse, de moins de. Et c'est pour ça que nous sommes à 100 de ce sommet, selon vous. Alors, est-ce qu'il peut encore y avoir une invitation de dernière minute? Le chancelier allemand. Non, vous êtes sceptique. Le chancelier allemand, lui, a l'air d'y croire. Nous espérons et supposons que le gouvernement ukrainien et le président Zelensky seront impliqués dans cette réunion. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons accepter que les questions territoriales entre la Russie et l'Amérique soient discutées, voire tranchées, sans que les Européens et les Ukrainiens ne soient consultés. Je suppose que le gouvernement américain partage cet avis. C'est pourquoi cette étroite coordination est en place. Elle se poursuivra dans les prochains jours. Voilà. Le gouvernement américain est forcément conscient que les Européens, les Ukrainiens doivent faire partie de la solution. Oui, mais là, toute cette discussion sur les frontières des pays en Europe et ailleurs, c'est pas la réalité, malheureusement, parce que, je veux dire, on a accepté que les Serbes se fassent expulser de la Krajina, de la Slavonie orientale, donc en Croatie. On a accepté que le Kosovo devienne un État plus pseudo-indépendant. On a accepté que les Arméniens du Haut-Karabakh, il y a 2 ans, se retrouvent dans la rue, 120 000 Arméniens, alors qu'ils étaient là sur leur terre ancestrale. Donc il y a eu des changements de frontières pour lesquels l'Europe a fermé les yeux, que l'Europe parfois a même incité et que l'Europe a même consacré. Par exemple, aujourd'hui, on dit à la Serbie que la condition pour laquelle la Serbie entrerait dans l'Union européenne, c'est sa reconnaissance de l'indépendance du Kosovo qui a été créée par l'Europe sans l'accord de la Serbie. Et je rappelle que la nation serbe et l'Église serbe orthodoxe sont nées au Kosovo. Donc l'Europe, à ce niveau-là, n'est pas tellement crédible. Par contre, je suis complètement d'accord que l'Europe a très mal joué sa carte par rapport à Donald Trump à plusieurs niveaux et par rapport à Vladimir Poutine. Par rapport à Vladimir Poutine, je pense que l'Europe aurait dû, tout en choisissant le camp de l'Ukraine, et c'est son choix et c'est sa décision et c'est normal, maintenir des liens de communication avec la Russie. Dire on ne parle plus avec la Russie et tout ça, ça ne marche pas en diplomatie. En diplomatie, vous maintenez vos liens de communication avec votre ennemi. Et pour que justement, au moment de la paix, que vous soyez à la table des négociations et que vous discutiez, le fait d'avoir rompu complètement avec la Russie, eh bien forcément on est hors jeu. Ça c'est une première chose. L'autre chose qui nous a mis hors jeu, c'est vis-à-vis de Donald Trump. Quand Madame Ursula von der Leyen est partie négocier avec lui en Écosse et qu'elle a cédé surtout, alors qu'on
avait des leviers et des leviers très importants, notamment le fait que l'Europe est le plus grand acheteur de gaz pour les États-Unis. Le gaz naturel liquéfié américain est acheté par l'Europe. Sans nos contrats, c'est-à-dire les contrats que les sociétés américaines signent avec les pays européens, les Américains ne sont pas en mesure de financer leurs installations pour liquéfier le gaz chez eux. Donc ils dépendent de nous, ils ont besoin de nous, et on ne l'a pas utilisé. Au lieu de ça, Mme von der Leyen a joué une carte non pas européenne, mais une carte allemande, parce que, pour deux raisons, moi je vois la chose, et c'est là où il y a le problème en Europe, je pense. Donc entre l'Allemagne et le reste, parce que pour l'Allemagne, vous savez, l'excédent commercial qui était en faveur de l'Europe était quasiment à moitié un excédent allemand. Et l'autre chose... l'Ukraine sert un peu d'alibi pour l'Allemagne pour se refaire un budget de 165 milliards d'euros d'ici 2030, dans un budget militaire. C'est-à-dire que l'Allemagne ambitionne de devenir ce qu'elle n'a plus été depuis 44-45, une puissance militaire. Et donc aujourd'hui, il demande déjà à la France la rotation au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, une dissuasion nucléaire qui serait aussi sous forme de rotation. Enfin, je veux dire, l'Allemagne est en train d'utiliser cette guerre en Ukraine pour redevenir la première puissance militaire du continent, et donc n'est pas tellement honnête peut-être vis-à-vis de l'Ukraine, et du coup, il n'y a pas une unité européenne face aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a de quoi peser face aux États-Unis, et on l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. Donc la division nous coûte très cher aujourd'hui, on le voit encore. Donc les espoirs du chancelier allemand, et regardez ce que disait Emmanuel Macron hier, ce qu'écrivait plutôt le président français: les Européens devront aussi nécessairement faire partie de la solution, car il en va de leur sécurité. Effectivement, c'est la sécurité de l'Europe qui se joue donc peut-être vendredi entre deux hommes qui ne sont pas européens. Mais ça, c'est un sujet qu'on évoque depuis des semaines. Comment l'Europe ne pourrait pas être concernée par un conflit qui se passe sur son continent ? Mais tout ce qui vient d'être dit montre qu'on n'a pas fait les efforts bien en amont pour être un jour un acteur sérieux, crédible autour d'une table de négociation. Ne pas être capable d'utiliser le rapport de force, y compris économique, se paye aujourd'hui. Alors le rapport de force militaire aurait été difficile, mais néanmoins, effectivement, nous avons des moyens de pression, mais nous n'avons pas voulu le faire. Il y a des intérêts particuliers, et l'Allemagne est quand même assez responsable par la recherche de ses intérêts, la défense de ses intérêts nationaux. La France fait aussi ça de temps en temps, mais pour l'instant, on est peut-être plus mal placé pour les défendre que les Allemands. Donc, n'oublions pas quand même l'affaire du gaz russe acheté par les Allemands et les conséquences sur le nucléaire français. Ne l'oublions pas quand même, et avalisé par nos politiques. N'oublions pas non plus. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut être en colère quand même. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en moyen, nous ne sommes pas en situation d'être un acteur crédible, sérieux, et en plus, nous savons que Donald Trump ne nous aime pas. Il n'aime pas l'Europe. Donc ça se fera sans les Européens. Ça se fera sans les Européens, parce qu'il y a aussi l'objectif dans ce contexte d'affaiblir les Européens. Parce que le fait que ça se fasse entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sans les Européens, c'est de dire, vous, Européens, vous êtes quantité négligeable, j'en ai rien à faire, nous allons faire une petite affaire, et comme on en discute largement, on verra, et on se pose la question, et pourquoi pas l'Europe ? L'Europe, elle n'est pas là. Donc de fait, nous aurons été évacués de la discussion, et on pourra dire ce que l'on veut aujourd'hui. Pour être à une table de discussion, il faut avoir des moyens. Quels sont les moyens, les leviers que nous avons pour y être ? À la date d'aujourd'hui, peut-être qu'à la suite de la réunion d'aujourd'hui, nous aurons des leviers. Je le souhaite. Oui. Quelques secondes. Un cinquième de l'économie mondiale, c'est déjà un levier. Quand vous dites que Donald Trump n'aime pas l'Europe, il n'est pas le seul à ne pas aimer l'Europe. Les grands de la tech, pour ne pas citer Elon Musk, n'aiment pas l'Europe non plus parce qu'il ne peut pas venir faire comme il veut avec ses technologies en Europe, et il fait de l'ingérence. On parlait de l'ingérence, donc on voit qu'effectivement il y a de l'ingérence des deux côtés, en fait, de part et d'autre de l'Occident en Russie. Moi, je reste convaincue que ce Yalta bis, en fait, qui va se jouer à Alaska, doit nous servir de sursaut de conscience. Et comme après Yalta au XXe siècle, la France, sous le leadership du général de Gaulle, finalement a voulu développer un système nucléaire complètement autonome et indépendant. Et il cherchait aussi, même par rapport... J'ai fait une thèse de doctorat sur l'actionnariat salarié. Et à l'époque, déjà, général de Gaulle disait « Je ne veux pas du capitalisme à l'américaine, je ne veux pas le communisme comme les soviets. Il doit bien y avoir une troisième voie, en fait. » Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps de mutation, de transformation, et un temps vraiment très fort où l'Europe doit se réinventer et mettre au cœur de toutes les réflexions notre souveraineté, que ce soit pour l'espace, pour la défense, pour la tech, pour l'économie et ainsi de suite.